À la une, le mouvement de grève du syndicat UNSA Éducation, suivi par plus d'une centaine de personnes, enseignants et agents mobilisés sur le parvis du rectorat à Cayenne ce matin et l'antenne de l'administration à Saint-Laurent, tous unis pour dénoncer à nouveau de très nombreux dysfonctionnements du rectorat. Alicia Eliès à Saint-Laurent, Marie Passoula et Camopi. Le marathon d'un jour dans l'intérieur du territoire a été riche en découvertes et en émotions pour Miss France. La jeune femme a rencontré la population qui lui réserve toujours ses plus chaleureuses attentions. Et puis, les bégonneuses sont à nouveau à pied d'œuvre avec le retour de la saison des pluies et des fortes marées. Un prédateur particulier dans leur viseur, cette fois un moustique qui ne transmet pas de virus mais dont les piqûres sont très douloureuses. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous le disais, l'appel à la grève du syndicat UNSA Éducation a été suivi dans tout le territoire. Une centaine de personnes se sont rassemblées sur le parvis du rectorat à Cayenne ce matin, une vingtaine devant l'antenne de Saint-Laurent, toutes mobilisées pour dénoncer des dysfonctionnements au sein du rectorat, manque d'enseignants, de formation, salaire non versé. Après le départ du recteur Youssouphi Touré, c'est toute une gouvernance qui doit être revue aux yeux de ses enseignants. À Saint-Laurent, Elsa Gonzalez a suivi la mobilisation. Stop, nous banquez ça. 20 ans de patience, un recteur, un vrai. Le message est clair, le ras-le-bol est général. Manque d'effectifs, administration jugée bancale, les enseignants demandent au rectorat de prendre ses responsabilités. Nous demandons à ce que les responsables du rectorat prennent en compte très sérieusement les besoins de notre académie, arrêtent d'humilier le personnel, qui se positionne sur des situations mais très importantes pour nos élèves. Lorsque je dis ça, je prendrai pour exemple ce qui se passe à Cayenne en ce moment, où les élèves ne peuvent pas être accueillis aux activités pédagogiques complémentaires parce que la mairie de Cayenne ferme ses écoles aux heures justement d'ouverture pour l'accueil des élèves aux activités pédagogiques complémentaires. Et à aucun moment on a entendu le recteur se positionner là-dessus. Il dénonce une mauvaise gestion de l'académie de Guyane par le rectorat. Une situation qui impacte le bon fonctionnement et la qualité de leur travail. Cette jeune enseignante n'a toujours pas touché son salaire depuis le mois de septembre. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut être tolérant, on peut être patient, mais qu'on a clairement l'impression qu'on se fait utiliser, marcher sur les pieds. Donc là, c'est un ras-le-bol aujourd'hui. C'est pour ça que je me joins de nouveau au mouvement pour l'ensemble des enseignants, pour l'éducation nationale, pour nos élèves, pour ma situation et pour la situation de tous les autres enseignants qui sont dans ce cas. Avec l'arrivée du nouveau recteur, les enseignants se mobilisent aujourd'hui pour lui souhaiter la bienvenue. Justement, c'est un grand salut à ce nouveau recteur, justement pour lui dire qu'il arrive, qu'il va hériter justement d'un bébé et que ce bébé-là a quelque chose à dire. Ce bébé-là ne va pas se taire. On a des choses à dire, il y a des choses, il faut que ça change. L'éducation, une arme pour changer justement notre Guyane. Après presque 9 mois d'exercice, l'ancien recteur Youssouphi Touré laisse derrière lui de nombreux dossiers en suspens. Pour en parler, nous recevons ce soir le secrétaire régional de l'UNSA Éducation, Pascal Briquet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a vu la colère des enseignants notamment exprimée une nouvelle fois aujourd'hui. Vous soulignez de nombreux dysfonctionnements au sein du rectorat. Quels sont-ils ? Les dysfonctionnements sont multiples et à tous les niveaux. Donc tous les personnels sont méprisés, que ce soit les enseignants comme on a vu, que ce soit les administratifs, que ce soit les inspecteurs, les chefs d'établissement, etc. Rien ne fonctionne au niveau du rectorat. On a parlé là à l'instant dans votre reportage d'un souci de paye. Ce sont des problèmes qui sont récurrents. Et on en a marre, les collègues en ont marre aussi, puisque les collègues s'investissent quand même, puisqu'on a beau dire nous nous investissons dans nos métiers, dans nos différents métiers, et après tout ça pour aboutir sur des soucis de paye. Mais ces soucis de paye n'impactent pas que les enseignants, puisque les collègues administratifs qui, eux, gèrent les carrières des enseignants sont impactés par ça aussi, puisqu'ils se donnent un maximum pour pouvoir faire les payes en temps et en heure. Et après, il y a des répercussions. Ces répercussions sont dues à quoi? À la direction régionale des finances publiques qui n'est pas sur place, qui est en Martinique, donc un interlocuteur qui est loin. Quand il y a un problème, voilà, on ne peut pas réagir en temps et en heure et ça amène des problèmes de paye. Là, j'entendais la collègue qui n'a pas de paye depuis le mois de septembre quand même. Nous sommes en janvier. Donc on parle de mépris, on entend beaucoup parler de mépris, de manque de respect, mais finalement ça vient d'où? Vous parliez de la direction des finances publiques qui n'est pas ici, donc c'est un peu compliqué pour les enseignants. Peut-être que le problème n'est pas le rectorat. Le problème n'est pas que le rectorat, je vais vous dire. Déjà la gouvernance au niveau du rectorat, la gouvernance change. En moyenne tous les 2 ans, cette gouvernance change. Là, elle a été renouvelée complètement avec des personnes qui découvrent leur poste. Alors on a quand même des réalités, nous avons des particularités aussi
qui font que c'est quand même, il faut découvrir son métier. Une fois qu'on a découvert son métier, en parallèle, on découvre l'académie, on découvre les réalités, et là, ça ne correspond plus. Mais le temps qu'on fasse ça, on s'en va. On a vu, c'est ce qui est arrivé avec le recteur, 10 recteurs en 20 ans. En moyenne 2 ans, comme je vous disais, et là 9 mois pour le recteur Touré. Justement, donc Youssouphi Touré est parti. Donc après son départ, les syndicats ont estimé, et puis notamment des personnalités politiques, que c'est toute une équipe qui doit changer, pas seulement le recteur. À ce stade, et avec l'arrivée dans le département d'un nouvel homme à la tête de l'académie, c'est Alain Ayong, le CAMA. Vous pensez que c'est réellement possible d'effectuer toutes ces transformations maintenant ? C'est maintenant qu'il faut le faire, puisque là, on a quand même dénoncé une gouvernance, et c'est à nous et nos politiques aussi de s'emparer de ce dossier-là pour pouvoir demander au ministère, parce que ça ne va pas se jouer au niveau local, ça se jouera à Paris, c'est Paris qui nomme le recteur, c'est pareil aussi pour ses proches collaborateurs. Mais maintenant, au ministère, il nous faut une gouvernance qui s'inscrive dans la durée et il nous faut aussi une gouvernance qui soit vraiment au fait des choses et qui soit vraiment en adéquation avec les attentes qu'il y a dans l'académie. Un recteur guyanais ? Un recteur guyanais, nous ne sommes pas forcément sur ce positionnement-là. Nous voulons un recteur chevronné, un recteur qui fasse les choses comme il faut. Et puis bon, s'il est guyanais, tant mieux. Je ne dirais pas, nous ne cracherons pas dessus. Mais c'est vrai qu'avant tout, le positionnement que nous avons, c'est un recteur chevronné pour l'Académie de Guyane. On rappelle que comme Youssouphi Touré, Alain Ayong, le CAMA, qui arrive donc jeudi, n'a pas non plus déjà été recteur dans sa vie. Alors justement, quel bilan quand même vous pouvez tirer de ces quelques mois, ces 10 mois passés en Guyane pour Youssouphi Touré ? Alors 2 choses. Aucun recteur passé en Guyane n'avait d'expérience avant de venir ici. C'était un premier poste. Ensuite, 9 mois pour Youssouphi Touré. C'était de la bonne volonté au niveau de la communication. Une volonté Il avait lancé une nouvelle gouvernance très récemment. Enfin, lancer le projet d'une nouvelle gouvernance. Mais en 9 mois, il est difficile de mettre en place une nouvelle gouvernance. Donc, c'est un projet de nouvelle gouvernance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'était sa lettre de mission. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est la question que nous posons. Et nous avons vu, rien. Vous comprenez justement son départ? Comprendre son départ, je ne sais pas, par rapport à quoi? C'est ça aussi la question. Justement, je vous pose la question parce qu'il n'a pas vraiment expliqué pour quelles raisons précisément il partait, même si nous avons bien sûr entendu dans les médias parler de difficultés avec l'Université d'Orléans qu'il a présidée pendant 12 ans. Donc aujourd'hui, est-ce que l'éducation nationale en Guyane comprend ce changement, ces transformations à la tête du rectorat? Si nous comprenions ce changement, nous n'aurions pas été mobilisés aujourd'hui. Et justement, nous, comme je vous dis, le recteur, c'est un interlocuteur, mais le véritable interlocuteur qui est en position et en passe de changer les choses, c'est le ministère. Et on ne comprend pas comment le ministère gère. Nous avons dénoncé d'ailleurs une gestion hasardeuse du ministère de l'Éducation nationale en Guyane pour notre académie. Donc vous n'êtes pas de ceux qui estiment qu'il faut aussi carrément transformer le cabinet du recteur? Nous estimons qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient compétentes, il faut qu'il y ait des personnes qui soient ad hoc. Alors, si les personnes qui sont en place ne le sont pas, il faudra passer par là et il faut justement qu'on puisse se projeter, avoir des perspectives pour déjà principalement nos élèves. En revenant sur le peu de temps effectué ici par Youssouphi Touré, en tout cas ça fait 4 mois que la rentrée est passée. Alors la question du passage en REP+, pour tous les collèges en Guyane a beaucoup secoué son arrivée en Guyane. Aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que le passage en REP+ a réellement porté ses fruits en Guyane? Alors le passage en REP+, a concerné tous les établissements du premier degré et du second degré, les collèges bien sûr, hormis un. Ça, vous avez vu, il y a eu un mouvement à la suite de la rentrée. Et oui, ça a porté quand même pas mal d'améliorations pour les collègues, mais dans le même temps, ça a mis aussi en lumière les difficultés de l'académie, qui sont un manque d'enseignants et un manque de viviers. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit dans les médias, dans les petites annonces, qu'on demande à recruter des enseignants ailleurs. J'allais vous en parler. Dans l'intérieur du territoire, on recherche des enseignants en ce moment. Mais pas que dans l'intérieur du territoire, c'est généralisé sur l'académie. Et un des combats que nous portons, c'est justement densifier ce vivier-là par le biais de l'université. Nous nous sommes battus pour l'Université de Guyane justement en 2013 parce que nous croyons à ce combat-là. Nous pensons que c'est par l'Université de Guyane, à travers l'éducation à Bac-3 déjà, vous voyez, depuis le collège, qu'on va commencer à orienter les élèves vers les métiers de l'enseignement, justement pour pouvoir avoir des enseignants qui sont formés sur place et densifier le mouvement. Et qui connaissent aussi la réalité du terrain en Guyane, pourquoi pas. Alors, Monsieur Briquet, toutes ces revendications, elles reviennent régulièrement, on les a entendues. À quel point aujourd'hui est-ce que les syndicats sont en mesure de faire face à cette situation? Le rectorat, l'État, on entend toujours la même chose finalement. Est-ce que vous sentez que les syndicats sont vraiment force aujourd'hui? Les syndicats sont force aujourd'hui, mais les syndicats seuls, non. Les syndicats avec nos élus.
Et là, ça a été une très bonne chose. Nous avons entendu nos élus se mobiliser par rapport à tout ce que nous dénoncions, notamment l'association des maires, les parlementaires. Et là, justement, c'est avec les élus, avec les parents d'élèves, avec la population. Ben là, oui, justement, nous ferons force, comme ce qui s'est fait lors de la REP+, notamment. On parlait, pour finir, du recteur Alain Young-Le Cama, donc qui arrive jeudi. Vous l'attendez de pied ferme? Quel accueil est-ce que vous lui réservez? Ben, l'accueil qu'on lui réserve, moi je suis tenté de dire, c'est un accueil lambda, puisqu'il sera là pour combien de temps ce recteur? Un interlocuteur pour combien de temps? C'est ce que nous avons. Nous, l'interlocuteur que nous avons et maintenant vers lequel nous nous dirigeons avec l'appui de nos élus, c'est le ministère. Qu'est-ce que le ministère va faire? Quelle sera la feuille de route qu'il aura? Parce que c'est ce aussi qui va déterminer son action et qui va déterminer aussi notre mobilisation. Bien que nous restons vigilants, parce que comme je vous disais, combien de temps sera-t-il là, ce recteur? C'est la question qu'on se pose. Après une crise comme ça, on dit au ministère, attention, là ce serait mettre le feu dans l'académie par rapport à toutes les problématiques que nous connaissons pour une académie qui a 20 ans, dont nous avons fêté l'année dernière. Donc pour l'instant, finalement, le mouvement d'aujourd'hui lancé par l'UNSA Éducation est juste suspendu. C'est à suivre, on verra ce qui va se passer. Voilà, c'est ça, nous sommes mobilisés. Ce mouvement-là est arrivé à une crise. Ça fait 1 mois que nous avons quand même lancé l'alerte sociale. Entre-temps est arrivé le départ du recteur, mais ce n'est pas le départ du recteur qui nous a fait nous mobiliser. Ce sont toutes ces choses-là, voilà, c'est ça qu'ils font. Merci beaucoup Pascal Briquet d'avoir répondu à nos questions. Dans le reste de l'actualité, le voyage d'Alicia Eliès, bien sûr, qui se poursuit. Aujourd'hui, Miss France s'est rendue à Saint-Laurent du Maroni. Marie Passoula et Camopi, notre ambassadrice de beauté, a à nouveau été accueillie chaleureusement par la population venue saluer la jeune femme. Une journée de rencontre, mais aussi de découverte du territoire pour cette Guyanaise. Stéphanie Puglisi a suivi ses déplacements. Le sourire aux lèvres, c'est à Saint-Laurent que Miss France entame sa tournée dans l'Ouest. Accueillie par une délégation sur le tarmac de l'aéroport, Alicia ne mesure pas encore la portée de sa venue. Je ne prends pas encore conscience que la population est présente pour moi. Mais quelques minutes plus tard, sur le parvis de la mairie, c'est un véritable bain de foule qui l'attend. Des centaines de personnes ont fait le déplacement. Tous espèrent approcher la nouvelle Miss France et repartir avec un autographe ou une photo. Elle est juste magnifique. Elle a des beaux yeux. En plus, elle est naturelle. C'est une fierté pour nous, en tout cas, qu'elle soit guyanaise, que ce soit Miss Guyane déjà et Miss France. Et moi, en tout cas, je suis extrêmement fière. La Guyane de plus grandiose. Sincèrement, voilà, c'est une joie immense pour tout le monde, pour toute la population. Donc voilà, on est très fiers d'elle. Donc voilà, j'espère qu'elle va représenter la Guyane au mieux. Après un passage éclair à la Charbonnière, direction Marie Passoula. Une première visite de l'intérieur pour la nouvelle reine de beauté, accueillie au rythme des danses et sons traditionnels. C'est fantastique parce que ça montre à quel point Miss France en fait fédère tous les habitants de la France, que ce soit l'outre-mer, que ce soit la métropole. Et on est ici, on va dire, dans le dépaysement total, avec des gens qui sont heureux d'accueillir Alicia, qui lui ont réservé le meilleur, et ça c'est fantastique. Une journée marathon qui restera gravée dans la mémoire d'Alicia. La jeune Guyanaise savoure pleinement son nouveau rôle. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, autant de personnes présentes, autant d'autographes à faire, de dédicaces, de présence. Donc c'est vrai que je suis vraiment contente. Et puis là, je découvre vraiment des paysages de Guyane que je ne connaissais pas du tout. Surtout que j'ai pu survoler tout ça en hélicoptère, ce qui est aussi une première pour moi. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et franchement, c'était magnifique. J'ai eu aussi un très bel accueil. Donc j'invite tout le monde à faire ce voyage, de venir à Marie Passoula, à Saint-Laurent. Ce sont aussi des villes qui méritent d'être visitées. Un retour aux sources nécessaire pour Alicia, qui compte bien profiter de chaque instant avant de poursuivre son année de règne. Sans attendre la décision du tribunal administratif, l'avocat des familles menacées d'expulsion du Mont-Baduel a saisi le Conseil d'État. Un dernier recours initié pour tenter de suspendre les expulsions et les démolitions après une bataille d'expertise sur la dangerosité des sols du Mont. Maître Émile Thieffou apporte plus de précisions au micro de Kerwin El-Cid. Actuellement, le Conseil d'État est saisi. Le Conseil d'État est saisi à la suite des décisions qui ont été rendues par le président du tribunal administratif, juge de référé. Nous avons un avocat au Conseil qui s'occupe du dossier et nous attendons la suite judiciaire qui sera donnée à la position qui a été prise par le juge administratif à Cayenne. Dans cette affaire, nous sollicitions plusieurs choses. D'une part, une expertise et d'autre part, la suspension
du caractère exécutoire de la décision rendue par l'autorité préfectorale. Le juge administratif, le juge des référés, a décidé de ne pas répondre directement à la demande d'expertise, en renvoyant le dossier au président du tribunal administratif, qui se trouve être lui-même. Il y a un certain nombre de démolitions qui ont été faites, et il y en a d'autres pour lesquelles on est dans une position d'attente. C'est-à-dire qu'en fait, l'autorité préfectorale a décidé de l'évacuation. Bon, une chose est la décision, autre chose est de voir dans quelle mesure ces décisions sera exécutée. Donc si j'ai bien compris, on a décidé de l'évacuation dans l'attente. C'est dans cela que ce dossier est un peu complexe. Moi je pense que, bon, on ne peut pas parler véritablement de rôle, mais je pense qu'il y a l'ombre portée de l'accident de Kabassou. On a l'impression que la préfecture angoisse par rapport à la situation des personnes qui sont là en disant s'il y avait un autre accident. C'est la raison pour laquelle nous on s'est dit le plus simple dans cette affaire, c'est de demander, de solliciter une expertise judiciaire dans laquelle tous ceux qu'on appelle les sachants, les experts diront ce qu'il en est exactement. Parce que pour nous, et c'est ce que nous a dit d'ailleurs l'expert que nous avons saisi, attention, la structure géologique de Kabassou n'est pas la même que la structure géologique du Mont Baduel. On poursuit en Guadeloupe avec ce record historique, la saisie de près de 800 kilos de cocaïne opérée sur le port de Jarry samedi. La marchandise était dissimulée dans 2 conteneurs maritimes, des cargaisons d'une valeur de 31 millions d'euros en provenance du Mexique et destinées à l'Europe. Plus de précision. Je crois que cette saisie est exceptionnelle de plusieurs points de vue. Premièrement, c'est une saisie exceptionnelle au regard des quantités. 791 kilos de cocaïne, c'est quand même pas tous les jours que l'on procède encore aujourd'hui à ce type de saisie. Mais c'est surtout la première fois que l'on saisit autant de produits stupéfiants à bord d'un conteneur. Et en l'occurrence, effectivement, s'il y a déjà eu des quantités plus importantes, ce n'était jamais par ce vecteur qui est le conteneur que nous avions pu procéder à de telles saisies de produits stupéfiants. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, qui pour moi en tout cas est au moins aussi important, c'est que c'est une saisie qui ne doit rien au hasard, mais qui doit en revanche tout à une pleine coopération entre divers services de l'État, et en l'occurrence entre les services plus précisément donc de la DNRED, des douanes, et les services de l'OCERTIS, Antenne Caraïbes, puisqu'en l'occurrence c'est grâce à cette pleine collaboration à tous les stades de la procédure, c'est-à-dire dès le stade du recueil du renseignement et jusqu'au stade ensuite de l'enquête judiciaire, que nous avons pu ainsi procéder à cette saisie de produits stupéfiants dans de telles proportions. En l'occurrence, il s'agissait de conteneurs qui ne devaient que transiter par ce port de Pointe-à-Pitre et qui ne devaient pas être débarqués à Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est un contrôle qui était réalisé à bord même du porte-conteneur sur un certain nombre de conteneurs qui avaient été au préalable ciblés, et c'est à bord de 2 de ces conteneurs qu'ont pu être retrouvés cette quantité de 791 kg de cocaïne. On s'intéresse à présent à l'épidémie de grippe qui se poursuit, en particulier dans l'île de Cayenne, le secteur de Kourou et Aroura. Depuis ses débuts, près de 6400 consultations pour syndrome grippaux ont été estimées sur le territoire, dont 430 au cours de la dernière semaine de décembre. Et avec la grippe, une question revient chaque année. Quelle est l'efficacité de son vaccin? L'interrogation fait la une de l'actualité dans l'Hexagone depuis que le virus a causé la mort de 13 pensionnaires d'une maison de retraite, dont 6 ayant été vaccinés. Pourtant, les campagnes se poursuivent pour inciter les personnes, notamment les plus fragiles, à s'immuniser contre la grippe. En Martinique, Louis Sabas s'est interrogé sur cette question. Dans cette maison de retraite, la campagne de vaccination est faite depuis octobre dernier. Mais le vaccin contre la grippe saisonnière ne fait pas l'unanimité auprès de tous les résidents. Contre-indication mise à part, ici, une dizaine de personnes âgées ont refusé l'injection pour divers motifs. La dernière fois que j'ai pris, j'ai eu de l'allergie. Je me soigne avec, comme j'ai l'habitude, comme ma grand-mère. J'ai refusé parce que j'ai appris beaucoup de vaccins. À l'école, je travaillais, tu vois. Alors j'ai pris beaucoup de vaccins. Et quand je prends le vaccin, je suis malade. Ça ne va pas avec moi. D'autres reconnaissent l'utilité du traitement. On a créé un vaccin contre la grippe, et contre l'angine, et contre ci, contre là. Et il y a 6 ans de ça, je me dis, je vais essayer, je vais voir comment ça va résonner. Et vous voyez, depuis 6 ans, j'ai plus rien, j'ai pas de tout. Dans cette EHPAD, le taux de couverture vaccinale atteint les 75%.
Un travail auprès des familles est fait pour les sensibiliser au vaccin contre la grippe. On essaie d'avoir l'aide des parents pour les convaincre. Quand ce n'est pas le cas, si nous sommes atteints par une épidémie, on demande aux parents de différer leur visite. Encore quand ils viennent, si nous avons des gens atteints, ou si eux-mêmes ils sont atteints, on leur demande, vous avez vu qu'il y a quelques personnes qui portent des masques, on leur demande à ce moment-là de porter des masques. Car la grippe saisonnière peut tuer. C'est le cas dans l'Hexagone où 6 personnes âgées vivant dans une maison de retraite en sont décédées malgré leur vaccination. Il s'avère que le produit n'est pas fiable à 100%, surtout pour les populations sensibles. On a un délai d'action déjà aussi. Une fois que vous êtes vacciné, vous êtes protégé dans les 15 jours qui suivent la vaccination. Il y a cette problématique. Il y a aussi le fait que ce sont des gens souvent qui ont beaucoup de pathologies. Donc la grippe les fragilise. Ce n'est pas forcément la grippe elle-même qui entraîne le décès, mais le fait d'être fragilisé par la grippe, même en étant vacciné, va favoriser le développement d'autres pathologies et va peut-être occasionner des décès. La sécurité sociale invite les personnes concernées à se faire vacciner, mais trop peu font cette démarche, peut-être plus par négligence que par méfiance envers le produit. Alors les autorités sanitaires vont mettre en place une nouvelle stratégie qui implique un peu plus les professionnels de santé de proximité. À partir de octobre 2017, qui est une expérimentation où les pharmaciens auront la possibilité de, eux aussi, vacciner les patients concernés. Et pour ce faire, les pharmaciens devront passer par un cycle de formation et pourront donc vacciner au même titre que les médecins ou les infirmiers. Ça sera certainement beaucoup plus facile pour les patients de se faire vacciner au moment où ils reçoivent le bon. Et puis on a la certitude qu'ils sont vaccinés, quoi. Exactement. On ne part pas avec, ils ne le mettent pas au réfrigérateur. Avec l'augmentation de la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière en Martinique, on espère faire reculer le nombre de décès dus au virus, dans un département où le nombre de personnes âgées ne cesse de grandir. Retour chez nous, l'Aedes taeniorhynchus ne transmet aucune maladie, mais ses piqûres sont redoutables car très douloureuses. C'est pour lutter contre ce moustique que les bégonneuses ont repris du service le 26 décembre. Décision de la CTG face à leur importante recrudescence en cette période de fortes marées et le retour des pluies. Alors comment se protéger? Petit rappel avec Ayoub Deligerma. L'Aedes taeniorhynchus, inconnu au bataillon? Non. Tout juste éclipsé l'an dernier par le moustique vecteur du Zika. Comme chaque année, l'Aedes taeniorhynchus sévit sur le littoral guyanais. Son émergence est fortement liée aux conditions météorologiques. Avec les fortes marées de ces derniers temps, plus le retour des pluies, cela favorise donc une émergence massive de ce moustique. Alors c'est un moustique qui attaque en volée. Donc soit à la tombée de la nuit, soit au petit matin. Il vient donc de ces zones marécageuses ou en bordure de plage. Donc il ne se reproduit pas à proximité des domiciles, mais tout naturellement au moment de la volée, au petit matin ou à la tombée de la nuit. Donc il vient pour avoir des repas sanguins au niveau des populations. Donc ces piqûres sont extrêmement douloureuses et peuvent même être urticantes pour des personnes particulièrement sensibles. L'Aedes taeniorhynchus pique mais ne transmet aucune maladie. Depuis le 26 décembre dernier, l'opération de démoustication a repris pour agir sur les moustiques adultes. Les gîtes larvaires de ce moustique sont le plus souvent situés dans les mangroves et donc inaccessibles aux bégonneuses. D'où la nécessité d'une protection individuelle en complément de l'action de démoustication. Nous agissons sur les moustiques sous leur forme adulte via les rotations de la bégonneuse qui sont faites de façon ciblée et qui seront ponctuelles dans le temps. Mais déjà, en fermant les portes et les fenêtres des maisons avant la volée, ça peut aider à se soustraire aux piqûres de moustiques. Il peut aussi être envisagé d'orner son jardin, sa cour, sa terrasse ou son balcon de plantes à vocation répulsive vis-à-vis des moustiques. De la citronnelle, du thym, de la mélisse, de la verveine et du géranium aussi. Et tout type d'aliacées qui peuvent repousser les moustiques de façon efficace des domiciles, notamment pour les domiciles qui se trouvent à proximité des marécages ou de la plage. Mais aussi équiper les maisons de moustiquaires et porter des vêtements amples et clairs de sorte à se protéger des piqûres de moustiques.
Le président directeur général d'Ariane Espace a présenté ce matin les vœux du groupe pour 2017, année qu'il annonce bien remplie en matière d'activité avec 12 lancements au programme, soit un de plus que l'an passé. Stéphane Israël a tenu à souligner les conditions météorologiques exceptionnelles qu'offre la Guyane et le niveau technologique optimal de la base spatiale de Kourou, à l'origine, selon lui, des nombreux succès du lanceur européen. Il a répondu aux questions de Kerwin Alcide. Une année 2017 chargée avec 12 lancements, 7 Ariane, 3 Vega, 2 Soyouz. On a fait 12 lancements en 2015, 11 en 2016. L'objectif en 2017, c'est 12 lancements. Il va y avoir effectivement beaucoup de travail et c'est une très bonne nouvelle. La concurrence est là, elle est forte, mais il est vrai qu'en 2015 et en 2016, nous avons été, il faut bien le dire, bien meilleurs que les concurrents. Mais nous ne savons pas ce que sera l'année 2017. Je suis très confiant dans le fait que nous aurons des succès, mais peut-être que nos concurrents seront meilleurs. Ils n'ont pas été très bons en 2015 et en 2016. Il faut que nous réussissions, même si nos concurrents réussissent. Il y a 2 Soyouz cette année, il y en avait 2 l'an dernier. Le plan de charge de Soyouz est lié au contrat que nous prenons. Et au contraire, je dirais, cette année aurait dû être encore plus calme pour Soyouz, car au départ, quand vous regardez ce qui était prévu il y a un an et demi, il n'y avait pas de satellite pour Soyouz cette année, sans du tout de lien avec des enjeux géopolitiques, mais simplement parce qu'il n'y avait pas de satellite à lancer avec Soyouz. La base spatiale est un élément clé de nos succès. Nous avons coutume de dire que le succès s'élance d'ici. Sur la base, il y a 1700 personnes qui travaillent. Il y a des salariés extrêmement motivés qui ne comptent pas leurs heures quand il y a un lancement. Et tous ensemble, nous participons à ces succès avec beaucoup d'entreprises. Évidemment, nos partenaires du CNES, Ariane Espace et tous ses sous-traitants. La base spatiale a à la fois des atouts géographiques liés à sa localisation, liés au climat, mais sa force, elle est humaine, elle est liée à l'excellence des salariés qui y travaillent, à leur motivation. Et effectivement, je ne peux que rendre hommage au travail qui est accompli lancement après lancement sur la base. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir avec ce mouvement de grève de l'UNSA Éducation, suivi par plus d'une centaine de personnes. Enseignants et agents se sont mobilisés sur le parvis du rectorat à Cayenne et devant l'antenne de l'administration à Saint-Laurent, tous unis pour dénoncer à nouveau de très nombreux dysfonctionnements du rectorat. Alicia Eliès à Saint-Laurent, Marie Passoula et Camopi, le marathon d'un jour dans l'intérieur du territoire a été riche en découvertes et en émotions pour Miss France. La jeune femme a rencontré la population qui lui réserve toujours ses plus chaleureuses attentions. Et puis les bégonneuses sont à nouveau à pied d'œuvre avec le retour de la saison des pluies et des fortes marées. Un prédateur particulier dans leur viseur cette fois, un moustique qui ne transmet pas de virus mais dont les piqûres sont très douloureuses. Et on se quitte sur ces images de notre Miss France. Vous le savez, Alicia Eliès était dans les rues de Cayenne avant de rejoindre la CTG, puis le Zéphyr hier soir, un bain de foule qui a ouvert ses 4 jours de visite au pays à peine 6 semaines après son élection. Regardez.